Nous avons beaucoup de plaisir d'accueillir ici, premièrement, Lexi, qui est diplômée de l'école du Louvre. Elle a commencé à travailler dans le milieu muséal avant de se dédier pleinement à un travail de vulgarisation des concepts sociologiques liés aux transidentités sur son compte Instagram Aggressively Trans, et aussi à part des conférences universitaires et 2 livres, notamment celui-ci, Une histoire de genre, et aussi Moi aussi, MeToo, au-delà du hashtag. Nous avons également Morgane Noam, ici présent, qui est thérapeute et formateur sur les questions de diversité de genre et de sexualité auprès d'un public aussi divers que des professionnels du soin, de l'éducation ou du travail social. En parallèle, il occupe la fonction de relecteur sensible pour les maisons d'édition et vulgarise des notions autour du genre et de la santé mentale sur son compte Instagram morgane.noam. Vous pouvez le retrouver là-dessus également. Et il est l'auteur de Ceci n'est pas un livre sur le genre, que vous pouvez trouver également ici. J'ai commencé une carrière professionnelle très traditionnelle dans un musée national à Paris, après des études d'archéologie et d'histoire de l'art. Et par la force des choses, par la force de ce qu'on vit individuellement, de nos parcours de vie, le fait de comprendre ma transidentité et aussi d'oser la nommer et de fait vivre une transition, ça m'a amené à bifurquer, à faire des choix de vie parfois un peu discutables, parfois un peu regrettables, mais je les ai faits, c'est pas toujours des choix. Et on a aussi besoin de pouvoir visibiliser ces questions, en parler auprès du grand public, de personnes qui n'en ont jamais entendu parler, d'autres personnes qui se sentent très seules face à tout ça, parce que c'est pas évident de vivre une différence dans une société qui stigmatise certaines différences. C'est valable pour nous, personnes trans, mais pour plein d'autres questions. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je pense qu'on a ça en commun et j'espère qu'on va pouvoir parler de plein de choses ensemble. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici pour parler de ce vaste sujet que sont les transidentités et le genre. C'est vrai qu'on a l'habitude de parler dans des conférences, dans des formations avec un public professionnel, du soin, du social, de l'éducation. On a rarement l'occasion d'avoir un public plus jeune et ça c'est vachement chouette de pouvoir avoir l'occasion de discuter avec vous, d'échanger avec vous sur tous ces sujets-là qui parfois peuvent vous sembler hyper loin de ce que vous vivez vous, ou qui vous intéressent pas, vous dites ouais pourquoi je suis là, je sais pas trop. L'idée aussi en écrivant ces 2 livres-là, je parle pour nous deux, mais je pense que Lexi est assez d'accord avec moi, c'était aussi de faire comprendre que le genre, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Pour vous, qu'est-ce qui vous a poussé à, on va dire, vous ouvrir sur tout ce monde numérique et puis finalement peut-être à donner peut-être plus de vous encore à des gens que vous ne connaissez pas? Quel a été le point de départ? Je dirais un sentiment d'urgence et une prise de conscience de notre place dans la société. Moi, je suis je suis déjà un peu vieille. Je comprends rien à TikTok, Instagram. Quand j'ai commencé, je savais pas comment ça fonctionnait. Je mettais des filtres sur tout, alors c'était assez catastrophique. C'est des positions, je pense, qu'on a pris tous les deux sans vraiment savoir où ça allait nous amener. C'est vraiment... il y a certains jours, on se réveille et effectivement, quand on voit le contenu qu'on fait qui est repartagé par beaucoup de gens, ça a quelque chose d'un peu absurde et de très inattendu. Mais ça vient à la base d'une volonté d'être utile, d'essayer de faire des choses pour changer une situation qui n'est pas toujours juste et qui nous amène à subir des violences. Moi, concrètement, j'ai commencé quand j'étais encore étudiante. J'étais étudiante dans une grande école, après dans à Sorbonne, très officielle, très bien comme il faut, dans une discipline, une spécialité qui en plus a, dans nos petits milieux universitaires, une image très multiculturelle, très ouverte, très curieuse, donc je m'attendais à y avoir ma place. J'étais déjà en transition, je m'attendais à y être accueillie, à ce que il y ait peut-être des questions, mais à ce que ce soit des questions qui soient, humaines. Et dans le cadre de ces études, au contraire, en tant que femme trans qui vient et qui veut juste son diplôme, comme n'importe quelle autre personne, dans les groupes de travail, quand il faut préparer des exposés, des présentations, j'avais le droit à des insultes. Par l'administration, j'ai eu beaucoup de problèmes aussi pour m'inscrire, pour avoir ma carte étudiante, pour faire reconnaître mon changement de prénom. Et en fait, ces situations, je ne pensais pas les vivre. On veut faire ses courses et on m'a déjà dit « Non, ici on ne sert pas les gens comme vous ».
cet amoncellement de prise de conscience qu'en fait on va, alors qu'on se sent mieux nous individuellement, ben, la société ne va pas nous laisser vivre mieux. Moi c'est ce qui m'a fait avoir vraiment besoin de faire quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était ce quelque chose. Au début le compte c'était vraiment montrer les messages que je pouvais recevoir justement sur les groupes de parole, ce genre de choses. Et petit à petit, je me suis dit que, en tant que chercheuse en sciences humaines, j'ai fait de l'anthropologie, je pouvais utiliser ça aussi. Il y avait des savoirs à créer. Et ça a amené un livre, des conférences. Je ne sais pas mesurer l'utilité que ça a, je ne sais pas mesurer si ça fait bouger les choses, mais on n'a pas le luxe, en tant que personne trans, de ne pas essayer. Je ne pouvais pas me projeter dans un vécu de personnes trans adultes, tout simplement parce que ça n'existait pas dans mon monde. Ou à la rigueur, il y avait des émissions, des reportages, vous savez, très chocs sur des sujets de société, où on nous dépeignait très clairement comme des personnes seules, obsédées par leur corps, par les chirurgies, abandonnées par leur famille, etc. Et donc forcément, bah, moi quand je vois ça, je me dis, bah, j'ai pas envie que ce soit mon futur, j'ai pas envie que ce soit ça, ma vie. Et donc du coup, je pense que ça m'a beaucoup freiné, moi, dans la mise en mots de mon identité, dans la mise en mots de ce qui se passait pour moi. Et du coup, bah, voilà, une fois que j'ai débuté ma transition, j'ai eu un peu cette envie au début de me fondre dans la masse, d'être regardé comme un homme, comme tout le monde, sans forcément crier sur tous les toits ma transidentité. Parce que dans un premier temps, je savais que potentiellement ça pouvait me mettre en danger d'être une personne trans out, et dans un second temps parce que voilà, j'avais eu un début de transition difficile et j'avais envie d'avoir la paix, j'avais envie d'être en sécurité, et du coup pour pouvoir être en sécurité, moi à l'époque ce que je me disais c'est qu'il était nécessaire que en gros que je me fasse passer pour un homme cisgenre. Cisgenre, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est l'inverse de transgenre, c'est des personnes qui sont en accord avec leur assignation de naissance. Et du coup, pendant des années, j'ai essayé de faire comme si j'étais né garçon, en tout cas j'avais été assigné garçon. Ça m'a pas trop réussi. J'étais vraiment pas l'archétype du bonhomme viril, etc. Je me suis très rapidement rendu compte que ce n'était pas pour moi. Moi je suis un homme trans et je trouve ça incroyable ce que vous faites, du coup. Mais j'ai pas le courage. J'ai pas le courage de faire ce que vous faites. Et pourtant j'ai l'impression, parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment beaucoup d'hommes trans visibles sur les réseaux, j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse. J'ai l'impression que voilà, il est nécessaire que je puisse ajouter ma voix au chapitre. Et c'est vrai que Lexi m'a beaucoup rassuré par rapport à ça. Et voilà, son activisme, son militantisme, la manière dont elle vulgarisait les choses, dont elle rendait accessibles nos identités, ça m'a beaucoup inspiré. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé aussi sur les réseaux sociaux. On représente finalement ce qui est dépeint dans les médias comme une menace, comme une pathologie, comme une perversion. Et donc du coup, tout ça concentré sur très peu de personnes, du coup visiblement trans sur les réseaux, ça fait que c'est assez compliqué. Nos transitions, elles ont à peu près 15 ans d'écart, je dirais. À peu près à venir. Et en fait, en 15 ans, le constat que tu faisais j'avais pas de représentation, je savais pas que c'était possible, je savais pas vers quoi j'allais. 15 ans plus tard, moi, c'est aussi là-dedans que j'ai commencé ma transition. Il y avait quelques modèles. Moi, j'ai commencé à faire mes coming out, ma transition, au moment où on avait déjà la Laverne Cox dans Orange is the New Black, on avait des modèles, c'était un peu multiplié, mais des modèles quand même très inaccessibles. On parle de stars, en fait, et personne ne s'identifie à une star hollywoodienne. C'est pas nos vies, ça sera jamais nos vies. Donc même en partageant cette identité, c'était quand même très lointain. C'est très dur de se projeter dans une identité qu'on sait être une identité très minorisée, très perçue comme étrange, très juste inconnue au quotidien. Il y a 50%, je crois, des élèves, c'est une statistique française pour le coup, c'est dans un rapport de SOS Homophobie, 50% des élèves, pour le coup LGBTQIA+, donc tout confondu, qui subissent du harcèlement dans leur milieu scolaire. Je l'ai vécu, je ne sais pas si tu l'as vécu, je l'ai vécu.
on n'a pas le choix de cette identité. Moi, j'ai toujours su que j'étais une fille. Je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas dire pourquoi. Il y a des études qui essayent de dire que c'est une structure cérébrale, que c'est chromosomique, que ça se développe déjà à la grossesse. Et je suis loin d'être la seule, parce que pareil, c'est 44% des personnes trans qui font au moins une tentative de suicide, et c'est 80% de mémoire, je revérifierai les statistiques, qui ont des pensées suicidaires. En fait, si on en revient vraiment à la base de la base, personne ne devrait vivre un quotidien aussi misérable que ça. Peu importe si on pense que c'est bizarre, peu importe si on pense que ça a une origine qui est un peu une maladie, personne, même les personnes malades, ne doivent pas et ne peuvent pas vivre une vie misérable et malheureuse. C'est-à-dire que ce n'est pas la transidentité qui fait qu'on est plus malheureux, plus misérable, c'est le fait d'être trans dans cette société donnée, patriarcale, coloniale, etc., qui fait que nos identités sont au mieux ignorées, au pire violentées, chosifiées, perverties. Donc il y a eu une série de choix sur une situation de base qui était absolument évidente et qui, elle, n'en est pas une. Ça, il faut le répéter. Ensuite, il y a eu le choix de prendre la parole publiquement. Et ça, oui, certains jours, souvent, je le regrette. Parce que les conséquences que ça a, le compte a pris beaucoup d'ampleur, le compte marche très bien. Aujourd'hui, j'ai eu des opportunités incroyables et je suis écoutée. C'est très étrange à vivre, mais ça a des conséquences que j'ai jamais réfléchi. J'ai jamais réfléchi à l'avance qu'un jour, dans la rue, on me reconnaîtrait et on me cracherait au visage. J'ai jamais réfléchi qu'un jour, des élus dans notre pays parleraient de moi comme d'un gourou de secte, comme quelqu'un qui cherche à me traiter de pédophile. Souvent, quand on est élève, surtout quand on est élève issu d'une minorité, c'est pas assez. C'est pas assez parce qu'on a tellement l'habitude à ce qu'on ne nous croit pas, tellement l'habitude à ce qu'on nous fasse des belles promesses, mais qu'au final, il n'y ait rien, que du coup, tant qu'on n'a pas vu que c'était possible, tant qu'on n'a pas vu que c'était effectif, que ça avait été pensé véritablement pour pouvoir nous accueillir, aussi bien nous que notre parole, convenablement, respectueusement et de manière effective. Et c'est vrai qu'on peut être assez frileux de se lancer juste avec quelqu'un qui nous dit c'est possible, chez moi, c'est possible avec toi. Par exemple, là, le 17, c'est la journée internationale de lutte contre les LGBT. Et je trouve que mettre en place même une petite initiative ce jour-là et la verbaliser, et c'est à la fois le fait de montrer qu'il y a quelque chose qui se met en place, et c'est aussi l'occasion d'avoir des retours qui disent est-ce qu'on pourrait faire ça la prochaine fois, est-ce que ça peut aller avec... Moi, je trouve que ça marche toujours bien, profiter de ces moments. C'était début mai, une sénatrice du parti Les Républicains a déposé un projet de loi qui est issu d'un groupe de recherche au Sénat, donc qui est l'une des deux chambres qui votent et qui décident de toutes nos lois, qui est un projet de loi qui vise à stricto sensus interdire les transitions aux mineurs médicales, mais aussi les possibilités de transitionner socialement, et en plus de chercher à limiter la possibilité de créer des protocoles d'accès, d'inclusivité dans l'éducation et dans la santé. Les personnes trans, très clairement, se mouillent tout le temps pour les luttes des travailleurs, pour les luttes LGBT, pour les luttes des sans-papiers, pour les luttes des personnes migrantes, etc. etc. On a toujours été au front pour toutes les luttes parce qu'on a compris aussi que notre émancipation, ça parlait de l'émancipation de tout le monde. I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right